Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Grégory, salut. Bonjour Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci pour l'invitation. Content d'être là. Super. Je remercie aussi, j'en profite, Julien Lamblin qui a fait aussi la connexion et puis voilà, qui a plaidé ma cause auprès de toi pour le podcast. Merci à Julien. Effectivement, il m'a parlé de ton podcast et je suis allé écouter, j'ai trouvé ça top. Et suite à ça, j'ai dit à Julien que j'étais enthousiaste pour le faire. Super, merci. Content d'être là. Ouais, super. Merci beaucoup. Première question, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît? Ma définition de la performance, c'est une très bonne question. Tout le monde te répond. Pour moi, la performance, c'est accomplir en fait, accomplir une prestation. C'est être capable en fait d'accomplir une prestation en fait à son plus haut niveau. C'est-à-dire quand on optimise toutes ses ressources, toutes ses qualités, on est capable en fait d'accomplir le plus haut niveau de prestation. Ça nécessite en fait donc pour moi la performance c'est le produit, c'est la finalité, c'est ce qu'on va atteindre en fait quand on a mis en place tout un chemin, tout le processus en fait pour y parvenir. Et ça en fait la performance on la retrouve bien sûr dans le sport, mais on la retrouve aussi dans le quotidien de chacun parce qu'en fait on est dans une société où on se doit en fait d'optimiser ses ressources pour être efficace et quelque part en fait chaque personne se doit d'être performant. On veut être performant dans son travail, dans ce qu'on réalise. On veut être performant en tant que dans sa famille aussi. Donc en fait, cet objectif, il est permanent, il est constant. Mais c'est donner le meilleur de soi pour accomplir quelque chose de grand. Voilà. Super. Si ça répond à ta question. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire alors entre le DUT et le doctorat à la fin, qu'est-ce que tu as fait et comment tu as fait un petit peu? Ok, pour me présenter, je suis né à Valenciennes, donc je viens du Nord. Ensuite, j'ai suivi un cursus normal. J'ai terminé, je suis allé à Amiens pour faire en fait, pour jouer au foot. Donc j'ai toujours été passionné de mon enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à aujourd'hui encore par le sport. C'est ce qui a un peu guidé mon parcours. Et j'ai toujours cette passion en fait m'a emmené partout. Donc globalement, je suis allé à Amiens en terminale pour jouer au foot, pour jouer au club de foot d'Amiens parce que j'étais passionné par ça. Ensuite, j'ai voulu rejoindre les STAPS. J'avais une passion qui était le sport, donc j'ai fait du judo, j'ai fait du foot, et ensuite donc après mon bac, j'ai voulu rejoindre en fait les STAPS à Amiens qui venait de s'ouvrir, et puis j'ai pas été pris. Voilà, donc D'accord. je me retrouve, j'avais postulé à d'autres écoles, d'autres universités, et je me suis retrouvé en DUT, en technique de commercialisation. Pour ceux qui me connaissent, c'est un mystère parce qu'elle me dit t'es pas un commercial, t'es pas un vendeur. J'ai appris des choses. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses, et puis après ce DUT, j'ai joué au foot. J'ai joué donc parallèlement à ça, j'ai joué en Belgique. Je suis allé jouer au foot à Dieppe après le DUT. Et puis après, en fait, j'ai un ami
qui passait en fait le concours des STAPS. Mmh. C'est mon ami d'enfance, c'est Hakim Belifa, il se reconnaîtra. Et en fait, il s'entraînait pour passer le concours. Et moi, pour moi, c'était pas possible en fait. Je me suis dit, j'y arriverai pas quoi, parce que quand j'avais fait le concours pour rentrer en STAPS, on m'avait convoqué en gym et en natation. Et j'étais nul. J'étais vraiment très très mauvais. Ouais. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, non, il suffisait de travailler un petit peu, mais pour moi, c'était inaccessible. Et je vois en fait dans sa chambre d'étudiant, parce que à ce moment-là, on discutait, et puis je vois qu'il y a un Dust. Mais qu'est-ce que c'est le Dust? Et moi, je travaillais à ce moment-là, je travaillais déjà, donc et il dit, je vais aller me renseigner. Puis lui, il était étudiant, donc il se renseigne, et il revient, et puis il dit, c'est un diplôme pour être éducateur sportif en 2 ans. Et moi, j'avais passé le brevet d'État, et ça me passionnait en fait. Mais c'était pour moi, je me suis dit, mais c'était compliqué, c'était un moment charnière. J'avais fait un DUT, je voulais jouer au foot, donc je me cherchais un peu. Et puis je dis, je vais remplir un dossier, puis je vais le tenter. Et donc on remplit le dossier, puis comme je travaillais, c'est lui qui le dépose. Puis au final, je reçois une lettre comme quoi je suis pris. Donc j'étais très très content, j'étais très heureux de pouvoir reprendre mes études. Ouais. Et puis ça a été génial, parce que globalement il y avait toute cette frustration en fait de pas avoir été dans cet univers en fait des sports. Donc je prenais des voies parallèles, j'avais fait le brevet d'état d'éducateur sportif, je lisais beaucoup, donc j'étais passionné par ça. Et puis quand je suis rentré, c'était une bouffée d'oxygène quoi. J'étais trop content, et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, être à la fac, être assis, écouter des gens parler, qui nous aident à nous développer, mais c'est puissant. Et quand t'es à l'école, quand t'es à la fac, et que t'as pas vécu cette expérience professionnelle, tu le ressens pas. Tu trouves que globalement, c'est normal d'être là, d'être sur les bancs de la fac. Et puis globalement, quand j'entendais les étudiants qui se plaignaient, je dis, mais ils se rendent pas compte quoi. C'est mieux que d'aller bosser, donc je trouvais ça top. Et puis du Dust, je passe le Dust, mais je finis premier du Dust. Je vais en licence, je rattrape une licence éducation motricité. Ensuite, je passe mon service militaire en même temps, parce qu'il fallait que je fasse l'armée aussi. C'était pas une année facile, parce que je suis pas allé en cours de l'année. Ouais. Et puis donc je fais l'armée. J'obtiens ma licence en même temps. Donc là, comme je suis pas allé en cours de l'année, je l'ai du premier coup, mais je finis pas premier. Et après, je fais le CAPEPS et la maîtrise en même temps, parce que j'étais habitué à faire plusieurs choses en même temps, donc c'était top. Donc je fais CAPEPS, maîtrise, et puis ensuite je continue. Après avoir eu le CAPEPS, comme j'ai l'habitude de faire plusieurs choses en même temps, je fais le DEA à Paris, et en même temps que l'année de PLC2. Donc l'année de PLC2, c'est une année en fait pour être titularisé. Donc je travaillais comme prof de PS. Je fais le DEA en même temps. C'était pas facile, mais bon, il fallait faire ça. Et après, j'ai la chance d'être recruté à la fac des sports, et je passe mon doctorat en même temps. Donc voilà un peu mon parcours universitaire, on va dire. Ouais. Je passe ma thèse en 2003. Mes souvenirs sont bons. Ensuite, je suis maître de conf en 2005 à Liévin. Avant ça, j'étais prof d'EPS à la fac de Lille. Et ensuite, je me mets en disponibilité en 2007 pour rejoindre le Celtic Glasgow. Voilà un peu le parcours. Et puis après, je continue ou Ouais. Non, mais reviens aussi sur Lille. À partir de quand tu travailles avec Lille? Voilà. Alors en fait, là, je parlais de l'aspect universitaire, mais en fait, j'ai toujours voulu concilier globalement la pratique avec ce que j'apprenais à la fac, parce que globalement, il y a des choses qu'on apprend sur les bancs de la fac, mais moi, j'ai toujours eu cette volonté en fait d'associer la mise en application en fait de ce qu'on pouvait apprendre sur le plan théorique. Et par rapport à ça, en fait, quand j'ai passé mon brevet d'État, j'ai rencontré en fait un entraîneur qui est Rachid Chiab, qui était entraîneur en fait des moins de 16 à l'époque au LOSC, et qui m'a demandé en fait, alors ça c'était
je parle de ça, c'était en 98, en 1998. Donc, quand j'avais passé le CAPEPS à ce moment-là. Et il me demande, en fait, si je peux pas venir l'aider, lui donner un coup de main. Il y avait très, très peu de préparateurs physiques à ce moment-là. C'était vraiment le début, c'était les prémices. Et je lui dis, bah ouais, je veux bien, avec plaisir. Donc, je suis allé, j'étais bénévole. Et puis, j'ai observé, j'ai regardé, puis après, on a discuté, et puis on a mis en place des choses. Et puis, petit à petit, les autres entraîneurs du centre de formation m'ont dit, mais c'est bien, est-ce que tu peux pas venir avec nous aussi? Et puis, j'ai discuté avec le directeur du centre de formation, qui était Jean-Michel Vandamme, qui m'a dit, ce serait bien d'intervenir avec tout le monde. Donc, toujours bénévole. Voilà, donc, jusque, je pense ils ont commencé à me rembourser des frais de déplacement en 2003. Donc j'ai fait ça de 98 jusque 2005. Après j'ai fait aussi les deux. J'étais maître de conf et puis je suis passé chez les pros. Ça c'est Claude Puel qui m'a appelé, qui m'a ouvert la porte de l'équipe professionnelle. Donc j'ai rejoint en fait l'équipe professionnelle du LOSC en 2006. Jusqu'à ce moment-là, j'étais au centre de formation, donc j'ai travaillé 7 ans au centre de formation. Et ensuite, je rejoins donc l'équipe professionnelle de 2006 à 2007. Okay. Voilà. Okay. Tout en faisant, en fait, tout en étant universitaire. Et c'est à partir de 2007 où je me mets vraiment en disponibilité pour rejoindre le Celtic, parce que là, globalement, c'était compliqué. Mais c'était très chargé quand même. Être maître de conf et puis travailler dans une équipe professionnelle, je l'ai fait, c'est beaucoup. Mais je le regrette pas, quoi. C'était très formateur. Ouais. Et justement, comment l'opportunité du Celtic Glasgow arrive et qu'est-ce qui te fait choisir ça, tu vois, de partir de là où alors tu as 2 métiers hyper passionnants et hyper prenants, et comment tu décides justement de partir? Ce qui m'incite à partir, c'est la vision, en fait, au Celtic Glasgow. Ils sont précurseurs et ils me contactent et ils cherchent globalement, en fait, un profil comme le mien, c'est-à-dire quelqu'un qui a un parcours universitaire, qui a un doctorat et qui est capable, en fait, de monter un département sciences des sports. Et là, il faut se remettre à cette époque. On est en 2000. Quand ils me sollicitent, en fait, c'est fin 2006, début 2007, et ils se renseignent sur moi. Alors, ce qui se passe, c'est je devais prendre, en fait, un stagiaire, parce que j'étais en contact avec l'université de Perth en Australie, et je devais prendre un étudiant, et puis cet étudiant, en fait, il peut pas venir en stage chez moi, chez moi au LOSC, pas chez moi, c'était le LOSC. Et en fait, il rejoint le Celtic Glasgow. Et en rejoignant le Celtic Glasgow, il parle de moi, parle de mon profil. Et globalement, en fait, eux, ils ont la volonté. Alors, à ce moment-là, ils avaient recruté aussi cet étudiant qui était Alan McCall, pour la petite histoire. Énorme, ouais. Et donc, Alan, en fait, ils le prennent parce qu'en fait, c'est un Écossais qui habite Glasgow et qui était parti en Australie. Et en fait, à ce moment-là, les Australiens, ils avaient cette réputation, en fait, d'être les meilleurs en sciences des sports. Oui. Et donc, ils cherchent quelqu'un, en fait, pour structurer cette approche sport science, donc sciences des sports. Et donc, ils me contactent. Et moi, je me dis, mais jamais je vais être pris, parce que globalement, mon niveau d'anglais, il était très faible. C'est-à-dire que je me suis dit, mais je suis même pas sûr comment je vais faire pour passer un entretien, quoi. Pour la petite histoire, j'avais, je sais pas, quand j'étais au collège, j'avais 6 de moyenne en anglais, quoi. Je me dis, comment je vais faire? Et donc, j'y vais, je révise. Bon, après, j'écrivais en anglais, donc j'écrivais quelques articles en anglais, mais il fallait que je les fasse relire par un traducteur. C'était pas facile. Et j'y vais, et je sens, en fait, une énergie je me rends là-bas, donc, et je sens, en fait, vraiment une bonne énergie. Et puis ce qu'ils me proposent, ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'ils veulent articuler recherche, application pratique. Ils veulent vraiment, en fait, ils ont cette approche holistique que n'ont pas les clubs français à ce moment-là. Et ils disent, voilà, on veut en fait une personne, un responsable de sciences des sports qui va structurer l'approche diététique, le mental, le médical. On veut vraiment, en fait, une approche. Il m'explique, en fait,
ce qu'ils entendent par approche holistique, parce que Mmh. c'est une approche systémique. Pour moi, j'avais à cette époque-là, j'avais cette analyse où chacun était dans son département. Mmh. Et là, eux, ils me disent: «On va tout mettre en commun, il faut s'occuper aussi des analyses parce que c'est en train de prendre, beaucoup d'importance dans le jeu. On veut rationaliser tout ça, quel logiciel prendre?» Et pour cela, en fait, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider, en fait, à optimiser nos prises de décision et à Mmh. faire les bons investissements, que ce soit dans la technologie, dans le matériel, dans les systèmes, vidéo, et on et donc moi, je dis: «Mais c'est super, c'est Mmh. exactement, en fait, ce que je voudrais mettre en place, c'est vraiment le top». Et j'en parle à Lille, en fait, de la nécessité, en fait, de mettre en place une approche comme celle-là. Mmh. Et ils me disent: «Bah non, toi, si tu restes, mais tu es préparateur physique». Ah putain. Et ils voyaient pas, en fait, d'autres possibilités parce qu'en fait, on mettait les gens dans les cases Mmh. et il fallait remplir une case et c'était la case préparation physique. Et moi, je dis: «Mais cette approche-là, je la trouve très bien». Et Mmh. donc, bah, je décide d'y aller, quoi. Je dis: «Bon, Mmh. allez, on y va, c'est parti». Et puis au moins j'apprendrai l'anglais et peut-être que ça durera 3 mois, peut-être que ça durera je vais me faire virer au bout d'un mois, mais Ouais. parce qu'ils vont se rendre compte que mon anglais est nul. Parce que je me souviens, il y avait en fait le médecin, il voulait me faire venir. Ouais. Et pour la petite histoire, il veut me faire venir et donc il me fait venir la veille chez lui. Il m'invite Ouais. chez lui parce qu'il voulait vraiment que ce soit moi, parce que je sais pas, ça avait bien accroché. Ouais. Il était convaincu que j'étais la bonne personne et il me OK. prépare pour l'entretien avec le DG. Énorme. Ouais. Et il me dit: «Voilà, il va te demander en fait tes motivations». Et Mmh. il dit: «Voilà, qu'est-ce que tu vas lui répondre?» Alors moi je lui dis alors il me dit: «Non, il faut le dire comme ça, comme ça, comme ça». Je dis: OK. «OK». On arrive à l'entretien et lui il vient avec moi pour l'entretien Ouais. et moi je comprends rien. C'est l'Écossais, tu sais, Ouais. c'est Ouais, le ouais, ils ont DG l'accent. et il y Ouais. a le stress. Je dis: «Mais» il me parle et moi je demande de répéter une fois, 2 fois. Après je dis: «Bon, je vais sortir la phrase magique. Ben voilà, je suis motivé pour venir». Parce que je trouve que l'approche est est géniale, une approche holistique, avec la nutrition, avec, l'analyse vidéo, la préparation physique, avec le médical. Je trouve que vraiment c'est cohérent et puis par rapport à mon parcours, Mmh. et puis il regarde le médecin, il dit: «Mais je lui ai demandé en fait comment il trouvait l'Écosse». Ce qu'il trouvait comme différence entre les clubs français et les clubs écossais. Et il dit: «Ouais, mais bon, globalement, ce que tu veux savoir, c'est pourquoi il est là». Et au final, il m'a dit: «Bon allez, c'est bon, on y Ouais. va». Putain, c'est ouf. Et c'était excellent. Et puis après, en fait, ce directeur général, c'était le chief exécutif, Mmh. c'est devenu un vrai ami, quoi. Et je l'ai aujourd'hui, je l'ai très souvent au téléphone. Et ce que j'ai vécu là-bas, c'est extraordinaire parce que les Écossais ils ont une mentalité différente, c'est Mmh. convivial, et ce que j'ai vécu là-bas, c'était top, quoi. C'était un vrai Mmh. club de foot. Ils avaient beaucoup, beaucoup d'avance, surtout sur le marketing, heu, sur, hem, sur la façon de gagner de l'argent pour un club de foot, sur l'histoire. C'est un club qui a vraiment de très, très bonnes valeurs Mmh. et ça correspondait tout à fait à ce que je voulais mettre en place. Et donc là-bas, j'ai pu mettre en place des choses pendant 2 ans. Mmh. Après, il y a eu un changement d'entraîneur, donc je suis allé voir, le chief exécutif Peter Lowell, mon ami, et je lui dis: «Bah, le nouvel entraîneur, je suis pas convaincu et je le sens pas Mmh. et j'ai pas envie de rester là». Donc voilà, OK. donc je suis pas resté au Celtic pour ces raisons-là. Ah merde. Puis il m'a Ouais. rappelé 6 mois après, il m'a dit: «Bah, tu as raison, on l'a pas gardé». Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Mais ça reste, une super expérience et c'est là, en fait, où j'ai vraiment pu articuler, recherche, application pratique. J'ai mon 1er étudiant de thèse, c'était Mathieu Nedelec, il est venu là aussi, il a fait Mmh. ses manips, on a fait plein de choses et puis c'était vraiment l'articulation entre recherche et application pratique. La question que se posait à chaque fois, c'est: à quoi ça va servir pour le terrain? Mmh. Sur le terrain? Comment en fait on va pouvoir utiliser, heu, les résultats de cette étude sur le terrain? C'est à Mmh. chaque fois, c'était ce qui nous guidait. Ah, c'est énorme. Et puis on a impliqué tout le monde, les entraîneurs, l'entraîneur des gardiens, les analystes. Et comment, tu
tu rentres au LOSC, tu vois, justement, parce que quand tu décides de partir de Glasgow, est-ce qu'il y a déjà on va dire, l'opportunité de retourner chez toi au LOSC et aussi de mettre en application ce que tu as mis en application au Celtic? Tu vois, est-ce que c'est ça qui fait que ben, j'allais dire, vous vous remariez, c'est pas un remariage, mais est-ce que c'est ça qui fait que vous vous retrouvez sur ce projet de recherche et développement au LOSC et que toi, tu apportes ce que tu as expérimenté au Celtic? C'est compliqué. Alors, pour la petite histoire, je suis au Celtic, donc je, je pensais rester, sauf que j'ai une proposition pour aller en Australie, pour être professeur associé à Perth, à l'université de Perth en Australie. Donc, je vais à Perth. Mm. Je me retrouve à Perth et puis j'ai cet entretien. Et puis on me dit que je suis pris, donc j'ai le poste. Et à ce moment-là, en fait, donc je suis en train de réfléchir. J'attendais quand même le rendez-vous avec le Celtic pour voir ce qu'on allait faire. Et à ce moment-là, il y a Jean-Michel Van Damme du LOSC et Rachid Chiab qui me rappellent, qui me disent: est-ce que ça t'intéresserait de revenir au LOSC? Et elles disent de mettre en place ce que tu as mis au Celtic, parce que moi je les avais, j'avais expliqué, et il dit, parce que là globalement en fait alors c'était très compliqué, c'était Rudy Garcia l'entraîneur, il venait de se faire virer et il avait réintégré et globalement ils avaient pris un peu plus, ils avaient eu des promotions et donc il me rappelle pour me faire revenir. Et puis après il y a l'ancien directeur du centre de formation, c'était Frédéric Paquet qui me rappelle également et puis qui fait le forcing pour me faire venir. Alors Fred Paquet, il avait comment il venait du foot américain et il avait en fait cette capacité à structurer les choses. Et je pense qu'en fait vraiment au centre de formation du LOSC entre 98 et 2006, pour moi ce qu'ils ont mis en place, ce qui a été mis en place par tous, par tous les entraîneurs, par la direction, c'était vraiment top. Ils étaient vraiment en avance sur la façon de structurer. Ils avaient déjà recruté un préparateur mental, un psychologue, pardon. Il y avait cette volonté en fait d'optimiser tous les détails et de tout mettre en œuvre pour que les jeunes du centre de formation soient accompagnés et dans les meilleures dispositions en fait pour devenir professionnels. Et c'était pas que jouer au foot, quoi. C'était vraiment aussi être un citoyen et puis être capable de répondre à des interviews. Il y avait vraiment le terrain. Donc le terrain, je trouve qu'ils étaient vraiment en avance. Les éducateurs, ils étaient très compétents. Il y avait des programmes individualisés et ça aussi, il faut recontextualiser par rapport à l'époque. On parle de ça, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, sincèrement, j'ai vu des centres de formation qui en sont toujours pas à ce niveau, en fait, qui était celui du LOSC à cette époque-là. D'ailleurs, les résultats des joueurs qui ont été formés étaient incroyables, quoi, parce qu'il y avait... Alors, quand on parle des centres de formation, de la réussite des joueurs, il y a les talents, où globalement, en fait, ils ont juste besoin d'un petit accompagnement, et puis ces joueurs-là, en fait, quel que soit l'environnement, ils vont passer, ils seront pros. Et là, en fait, nous, on en a eu quelques-uns, mais on a des joueurs, en fait, qui, quel que soit l'environnement, avec un entraîneur qui est un peu bienveillant, globalement, en fait, le joueur passe pro. Et puis, en fait, il y a tous les joueurs, en fait, moyens ou très moyens, qui réussissent à devenir pro. Et là, je pense que c'est vraiment la capacité du staff à rendre performants, justement, les joueurs et à les aider, en fait, à atteindre en fait un niveau de performance qui leur permet d'être professionnels. Donc c'est vraiment l'interaction entre les deux, entre talent du joueur et puis l'accompagnement. C'est énorme. Et du coup, comment... Voilà comment je me retrouve. Je repars au LOSC. Donc je repars au LOSC pour mettre en place ce nouveau département, parce que globalement ils étaient convaincus. Et comme en fait ces personnes du centre de formation étaient vraiment déjà convaincus et qui se retrouvent chez les pros, je rejoins le LOSC pour ces raisons-là et pour pouvoir mettre en place, en fait, on parle de 2009, ce département. Alors, on l'appelait pas performance, on l'appelait sciences des sports, recherche et développement. Voilà, il y a eu plein d'appellations, mais globalement, en fait, c'était de mettre en place une structure pour permettre
aux joueurs en fait d'être le plus performant possible, que ce soit au niveau physique, mental, technique, tactique, voilà. Et comment tu pars à la Fédération française de foot en 2017 et qu'est-ce que tu vas y faire quand tu y vas? À la Fédération française de foot, alors ce qui se passe, c'est que je suis bien à Lille, c'est-à-dire Mmh. que globalement, je suis revenu en 2009. On gagne le titre on fait le doublé en 2011. Mmh. On construit vraiment ce département et puis on intègre de plus en plus de personnes. À la fin, on avait le centre de formation parce que là aussi, c'était une volonté de pas d'intégrer ce centre de formation et puis l'équipe professionnelle et à la fin les féminines pour avoir vraiment des procédures communes, des protocoles communs à tous les niveaux, que ce soit au niveau du retour au jeu quand un joueur Mmh. est blessé, avoir en fait une approche holistique, c'est-à-dire que quand un joueur se blessait, chacun en fait on avait structuré les différentes étapes. Qu'est-ce qui se passe en fait, quand un joueur est blessé, de la blessure au moment où il se blesse, sur le plan médical, sur le plan du traitement, quelle est la fonction de chacun, le médecin, le kiné, le nutritionniste, le préparateur mental, le préparateur physique. Mmh. On avait structuré en fait toutes les étapes et les différents critères pour passer, d'une phase à une autre. Donc ça, c'est tous les protocoles qu'on avait mis en place et on avait mis, on avait tenu compte des spécificités aussi parce que, bah, globalement, il y a des spécificités à prendre, notamment, si on s'adresse au centre de formation, au centre de préformation, chez les féminines et puis Mmh. chez les pros. Donc il y a des on va dire des objectifs qui peuvent être différents. Donc les protocoles étaient aussi, suffisamment souples pour pas reproduire le même protocole pour chacun. Mmh. Et après donc, je pars parce qu'en fait, globalement, en fait, on me dit que il y a l'arrivée de d'une nouvelle direction, d'une nouvelle équipe Mmh. et et beaucoup de changements. Mmh. Et là, je me dis: «Mais quelle est mon utilité par rapport à tout ça?» Mmh. On m'a interdit l'accès au vestiaire des pros et là, j'ai dit: «Bah, stop, il faut qu'on arrête là, quoi». Ouais. Et donc, bah, je suis allé j'ai postulé à la fédération et après, comment dire? Différents entretiens, Mmh. je suis finalement recruté en novembre 2017 à la Mmh. DTN et là, en fait, c'est pour structurer, en fait, un département performance et un laboratoire de la performance. Donc on me dit Mmh. qu'il y a vraiment cette volonté, en fait, de créer un centre de la performance, un laboratoire et aussi d'articuler, recherche, et application sur le terrain. Donc ils étaient séduits par ce projet et donc ils me recrutent pour mettre en place, ce projet. Mmh. Donc ça, c'est en 2017. Il y a Didier Deschamps qui me contacte, le mois suivant, Mmh. qui demande à me voir et globalement, en fait, il me demande, de le rejoindre, de rejoindre, en fait, les A, Mmh. pour être préparateur physique. Donc là, en fait, j'articule ce poste de responsable performance au sein de la fédération Mmh. avec, en fait, le poste de préparateur physique chez Léa. Et pour moi, il y a ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours voulu garder quand même un pied sur le terrain, Mmh. parce qu'en fait, je pense qu'on peut pas travailler dans un centre de la performance si on reste pas un peu sur le terrain. Parce qu'on moi, j'ai toujours eu cette peur d'être déconnecté, Mmh. hem et effectivement, en fait, les problématiques, les enjeux de recherche, on les a grâce au terrain. Enfin, pour moi, ça vient du terrain. Même si, au niveau de la recherche, on peut aussi partir en fait on part de la littérature scientifique, on élabore des hypothèses, mais il y a une deuxième voie en fait, c'est aussi de partir aussi des problématiques de terrain et puis d'aller voir globalement s'il y a des réponses au niveau scientifique et si on n'a pas ces réponses-là au niveau scientifique, si ça n'a pas été fait, se dire: «Bah, pourquoi pas créer en fait une problématique autour de ça?» et puis, de mettre en place un projet de recherche. Mmh. Donc voilà. Mmh. Ah, c'est ouf, c'est énorme et du coup, tu es champion du monde avec, l'équipe de France en 2018 et avec du recul, est-ce que tu
à analyser ce qui avait permis d'atteindre ce niveau-là de performance? Tu vois, est-ce que c'est tout à l'heure tu parlais d'équilibre entre l'encadrement et le talent des joueurs. Est-ce qu'il y a encore de ça à ce niveau-là de performance, ou tu vois, est-ce que tu as quels facteurs d'après toi ont permis ce titre-là? Je pense que, bah, la performance, elle nécessite de mettre en place, tous les ingrédients. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'il y ait vraiment les bonnes personnes. Il faut que Mmh. chacun, soit convaincu heu, de l'intérêt, de l'apport des différentes parties, Mmh. et que, et qu'il y ait une alchimie, en fait. C'est-à-dire que Mmh. globalement, en fait, heu, il faut qu'il y ait une complémentarité. Donc déjà, en fait, il y a la constitution du groupe, constitution de l'effectif. Ça, c'est central. Donc vraiment sélectionner, en fait, des joueurs qui vont être complémentaires, qui vont être positifs, qui vont pouvoir fonctionner ensemble, qui vont Mmh. pouvoir aussi adhérer aux méthodes de travail. Il faut que, globalement, le staff soit complémentaire et soit respectueux les uns des autres. Il faut qu'il y ait une ambiance de travail qui soit propice à ça aussi, que les gens travaillent dans la sérénité. Ça, j'insiste Mmh. là-dessus parce que c'est quelque chose on parle pas souvent, mais travailler dans la sérénité, et ben, en fait, globalement, ça va générer de la confiance, Mmh. et quand on a de la confiance, bah, globalement, on est performant, Mmh. et ça, c'est important, quoi. C'est vraiment im et après, après, en fait, quand chacun optimise son potentiel, quand chacun, en fait, travaille au maximum de ses possibilités, bon, on a la performance globale, elle est atteinte, quoi. C'est-à-dire que si chacun se si chacun optimise son potentiel et puis apporte ce qu'il doit apporter et reste à sa place, Mmh. bah, c'est fondamental, et puis quand on regarde, en fait, une performance en foot, ça se joue à des détails, quoi, et Mmh. pour moi, en fait, s'il y a pas cet alignement, s'il y a juste quelques frustrations, quelques, personnes qui peuvent apporter du négatif, bah, Mmh. c'est pas c'est pas propice à la performance Mmh. collective. Même si on a besoin de frustration pour y arriver. Ouais, et après ce titre, heu, donc tu pars au Real de Madrid. Toujours pareil, comment tu fais le transfert, en quittant la fédé? Est-ce que tu essayé de mettre en place, au niveau du labo de performance et en même temps, ton travail avec Léa? Comment ça arrive et pourquoi tu choisis d'y aller maintenant, enfin à cette époque-là? Bah, déjà, la fédération, j'étais vraiment j'aimais vraiment ce projet, en fait, du projet de la perf. À un moment donné, j'ai eu des doutes. Je me demande, en fait, si, ce projet va voir le jour ou pas, parce que je travaille Mmh. beaucoup, heu, sur cette mission-là, parce que j'y accorde beaucoup d'importance, et je me demande, en fait, si ce projet va aboutir, s'il y a une réelle volonté politique, de l'atteindre, et donc ça me questionne beaucoup, et puis Mmh. ensuite, il y a un deuxième facteur, c'est je me suis dit, en fait, quand j'étais en équipe de France et pour avoir discuté avec les joueurs, j'avais fait le Celtic, j'avais fait Lille, Mmh. j'en avais discuté avec avec, heu, avec Didier Deschamps aussi. J'avais vraiment envie de connaître une expérience dans un très grand club, Mmh. parce que je sentais que c'était quelque chose qui me manquait, pour aller chercher, en fait, encore quelques, je vais pas dire quelques compétences, mais Mmh. pour aller chercher, en fait, pour comprendre déjà comment fonctionnaient vraiment ces très grands clubs, Mmh. et globalement, mon idée, c'était si j'avais l'opportunité de rejoindre, en fait, Mmh. un grand club, bah, je voulais vivre ça au moins une fois, Mmh. et je me suis dit, en fait, quand on accompagne des joueurs qui sont dans ces clubs, il faut comprendre le fonctionnement de ces clubs, Mmh. et c'est pas en y allant, comme je pouvais le faire parfois, parce que parfois on allait voir des joueurs, on passait 2 jours, et je voulais vraiment le vivre de l'intérieur et Mmh. accompagner ce type de joueurs, heu, pour, heu, pour justement être plus performant, lors des sélections, et ça, c'était une volonté, en fait, de grandir, Mmh. et c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, en fait, était un manque, et quand j'ai eu cette opportunité, bah, je l'ai saisie, quoi. Ce qui se passe, c'est il y a ils cherchent un préparateur physique, ça s'est fait en 10 jours, quoi. Globalement, Mmh. j'apprends, enfin,
fin juin, j'étais démarché par un cabinet de recrutement Mmh. et puis pareil, je passe ces entretiens et puis ensuite j'ai la possibilité de passer de rejoindre ce club. Donc là, je fonce et, et voilà. Et donc voilà quoi. Donc je me retrouve au Real en Mmh. 2019 Ouais, ouais, c'est ouf, c'est ouf. Et et c'est une belle expérience aussi quoi. ouais, ouais. Et justement, quelles étaient les attentes alors? Quand tu t'occupais de la prépa physique des A avec Didier Deschamps, quelles étaient les attentes de Didier Deschamps par rapport à ton travail? Qu'est-ce qu'il te demandait de faire, sachant que c'est une sélection et que c'est pas les mêmes demandes, que le Real? Et au Real, quelles ont après été les demandes de Zidane par rapport à ce que tu devais mettre en place entre guillemets toute la saison? Mais en fait, quand en équipe de France, c'était de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils soient performants. Après c'est une période courte, donc il y avait effectivement cette coupe du monde, il y avait les rassemblements de 10 jours où là, globalement, ce que je devais faire, c'était optimiser, tout ce qui était, on va dire qu'il y a cette notion de préparation physique où on travaille sur l'optimisation physique des joueurs. Donc moi, ce que je devais faire, c'était m'assurer que les joueurs, en fait, étaient en bonne condition physique. Mmh. Hem, ensuite m'assurer de l'aspect nutritionnel. Ça, c'était aussi une des demandes, donc j'étais en charge de la nutrition. Ensuite, c'était quand on avait un rassemblement d'être présent pour que les joueurs soient bien. C'est-à-dire que moi, je devais me mettre en relation avec les staffs, Mmh. des équipes et assurer globalement la continuité, par exemple, de leur programme de prévention, Mmh. voir un peu moi j'étais un peu je faisais un peu le relais, c'est-à-dire que j'essayais d'identifier ce qui était fait en club, par exemple, sur la récupération, Mmh. les programmes de renforcement musculaire, sur les programmes nutritionnels, Mmh. heu, faire un petit peu un suivi de ces éléments-là, de tous ces facteurs-là. Mmh. Et ensuite, quand ils arrivent en sélection, l'idée, c'est pas de proposer, par exemple, un Mmh. nouvel exercice en Mmh. prévention qu'ils n'ont jamais fait. Ouais. C'est vraiment d'essayer de personnaliser, en fait, les programmes. Donc là, moi, j'étais un peu travaillé comme ça, en fait, en sélection, mais la logique, en fait, c'est d'avoir des joueurs qui sont performants, mais sur ce moment présent, sur ce rassemblement Mmh. qui dure globalement 10 jours, ou 2 mois au plus Mmh. pour une Compétition. grande compétition comme l'Euro ou la Coupe du monde. Mmh. Quand on est en club, c'est différent. Là, c'est vraiment, après, pour revenir à la sélection, si le joueur se blesse, il repart en club. Mmh. Il y a pas de développement, de logique de développement, à long terme. C'est le club qui est en charge de ça. Et au Real, par contre, c'est ça, c'est vraiment le quotidien, d'être Mmh. présent au quotidien et puis, développer les joueurs ou au moins, tout mettre en œuvre pour qu'ils soient performants, le plus souvent possible, lorsqu'ils jouent. Et donc il y a un enjeu de performance, donc faire en sorte que l'équipe soit performante, c'est-à-dire pour moi, qu'ils soient performants physiquement, mais en même temps qu'ils se blessent pas, quoi. Et ça, on l'oublie souvent parce il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux autour de la prévention et ça, Mmh. je suis vraiment très, très centré là-dessus. Après, à chaque fois qu'il y a une blessure, se poser la question: «Qu'est-ce qu'on a fait, pour générer ça, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait chez les joueurs ou qu'est-ce que le joueur a fait pour arriver à ce point de rupture Mmh. et comment, en fait, la prochaine fois, on peut éviter ça?» Donc ça, c'est vraiment, en fait, un questionnement, heu, un questionnement qui est primordial quand on est dans un club de foot, quoi. Heu, ouais, tout faire pour éviter la blessure, mais en même temps, ne pas être omnibulé par ça et ne plus rien faire parce qu'on veut pas blesser les joueurs. Parce qu'en fait, en faisant ça, là aussi, on augmente le risque de blessure pour moi parce que si le joueur sprinte plus, ouais, c'est clair qu'il va pas se blesser. Mmh. Par contre, Mmh. en match, Mmh. à 1er sprint, Mmh. il peut se blesser aussi parce que il a pas fait suffisamment de sprint. Donc c'est trouver toujours cet équilibre parce que globalement, quand on est dans un club comme ça, on n'a pas le choix, il faut gagner. Si on gagne pas, Mmh. on est plus là. Mmh. Et en même temps, en fait, essayer de tout mettre en œuvre
pour éviter les blessures. Et la demande du coach au Real, c'était celle-là. C'était, alors on parle de l'aspect physique, mais il y a aussi, mettre en place tout le bien-être autour du joueur, en fait, pour qu'il soit aussi, dans les meilleures conditions pour être performant. Donc à chaque fois, en fait, mettre en place des programmes individualisés, analyser les matchs, se dire voilà, bon, peut-être que lui, il peut travailler, il a un manque sur son aptitude à finir les matchs. Lui, il a un manque en fait dans son accélération. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour développer ça? Il y a une notion aussi importante, c'est quel est le coût, c'est-à-dire quel est le temps qu'on va consacrer au développement de sa qualité par rapport à quel retour. Mmh. Et ça, c'est central. Euh, donc il y a toutes ces questions qui se posent et puis quelles vont être les priorités. C'est un peu des choix stratégiques qu'on retrouve aussi en entreprise. Hein. C'est globalement, il y a beaucoup d'analogies avec ça. C'est euh, je vais faire tel effort, on va dépenser autant d'énergie pour gagner 1%. Est-ce que ces 1%, en Mmh. fait, ils sont vraiment euh, déterminants dans la réussite de l'équipe et dans la réussite du joueur, quoi. Donc, c'est tout remettre dans cette perspective de performance globale De l'équipe. de l'équipe. Mmh. C'est Mhm. impressionnant, mais quels moyens humains tu avais et avec lesquels tu travaillais au Real justement? Tu vois, combien vous aviez de joueurs pro? Peut-être une vingtaine. Et combien de prépa physique, combien de physio, tu vois, pour justement réfléchir à est-ce qu'on va chercher ce petit 1% en plus à cet endroit-là et est-ce qu'il faut mettre des ressources humaines, on va dire, au service de ce joueur pour aller chercher ce pourcentage-là, ou est-ce qu'il faut plus se miser sur notre joueur? Tu vois, combien vous êtes pour gérer tout ça et cette individualisation-là? Au niveau des joueurs, on était entre 22 et 25 selon les entraînements. Ensuite, au niveau du staff médical, on avait 7 kinés, temps plein, et, et 3 médecins à temps complet. Ensuite, on avait des vacataires, donc podologue, ostéo. Au niveau de la performance, on était 3. Il y avait en fait, il y avait Ravi Mayo, Parales et moi. Et ensuite, dans le staff technique, il y avait le coach, il y avait David Bettoni qui était l'adjoint, et puis Amidou Amsaïdji aussi. Ok, top. Et alors, après ça, après le Real, j'ai d'autres questions pour toi. On a beaucoup parlé d'associer la recherche et la pratique. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Parce que c'est très, on va dire, c'est à la mode, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ce que cherche à faire beaucoup de monde. Et est-ce que tu as voilà, des tips et comment on peut faire pour associer au mieux la pratique et la recherche? Bah j'aime bien cette question parce que globalement, en fait, euh, c'est ce qui m'a animé en fait depuis que je suis rentré en stab, c'était d'articuler vraiment cette notion de recherche et puis application pratique. Euh, Mes conseils, c'est déjà en fait faut déjà être praticien. Donc praticien, c'est déjà pratiquer et puis se poser des questions. Et moi, quand je fais ma thèse, tous les tests, je les faisais sur moi. C'est-à-dire que je Ouais, concevais pas en fait de faire un test à quelqu'un si j'avais pas testé sur moi. ouais. Et je regardais les faits et je m'interrogeais. Et par rapport à mes lectures, je me disais, bah tiens, j'allais courir. Alors, je parle de ça, c'était en 98, je prenais un cardiofréquence mètre, je me posais des questions. Est-ce que Ouais. là, je vais atteindre fréquence cardiaque max? Et j'essayais tout. J'essayais tout ce que je pouvais. Et puis après, en fait, en, j'allais chercher mes lectures par rapport à ce que je ressentais. Mmh. Et parfois, en fait, j'essayais de combiner plusieurs disciplines. Par exemple, je me suis intéressé à l'RPE à ce moment-là. Je me suis Mmh. intéressé à l'échelle de Regeski sur la notion de plaisir. Et, et en vivant toutes ces expériences avec son corps, eh bien, en fait, on se pose ces questions. Et si on trouve pas la réponse dans la recherche, bon, c'est tout l'intérêt, en fait, de mettre en place une étude. Mmh. Alors, là, je suis pas donné de conseils, mais quand, quand on prend quand j'encadre Mathieu Nedelec en thèse, Mmh. une des premières choses, il travaille sa thèse porte sur les stratégies de récupération. Et moi,
c'est là en fait où mon DUT me sert, mon DUT en technique de Mmh. commercialisation, parce j'avais étudié les études de marché Ouais, et on m'avait dit en fait que pour lancer un produit, il faut faire une étude de marché. ouais. Et, et là, je me souviens de ça. Donc là, j'avais l'HDR, tout ça, hein, j'avais passé l'HDR en 2011. Donc, Mmh. et puis je me dis, mais il y a peut-être un lien à faire parce que globalement, en fait, on va essayer de voir ce que font les praticiens Mmh. avant parce que il y avait pas ces enquêtes. Et là, on va faire la première enquête. Donc, on va interroger tous les praticiens pour leur demander ce qu'ils font. Mmh. Et quand on fait ça, donc Mathieu, il fait ça en 2011, 2012. Mathieu fait ça, il soumet il soumet en fait cette enquête, les résultats de cette enquête, Mmh. et en fait, il se fait rejeter. Oh putain. C'était un colloque à la CAF, on lui dit c'est pas de la recherche. On dit mais ce que vous faites, il y a pas suffisamment de, c'est pas de la recherche. La Mmh. recherche, c'est pas d'interroger les gens sur ce qu'ils font. Mais vraiment. Ouais, Alors aujourd'hui, ça fait sourire parce qu'en ouais. fait, derrière tout, mais nous, au départ, on s'est fait défoncer. Et moi, au labo, on m'a Mmh. dit: «Mais Greg, c'est pas possible de faire ça». Mmh. Et je dis: «Bah si, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font». Mmh. Et je pense qu'en fait, pour justifier une étude, et c'est là, en fait, où je me suis intéressé quand même à la sociologie, Mmh. parce qu'en fait, en sociologie, c'est ce qu'ils font. Et quand on analyse vraiment, les paradigmes de la recherche, bah, en fait, on s'aperçoit effectivement on peut partir de la pratique. Et je prends il y a plein de disciplines où c'est le cas. En Mmh. médecine, effectivement, on part pas de la recherche pour identifier en fait, comment soigner quelqu'un du cancer. On part du cancer, on se dit: «Bah, tiens, il y a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va Mmh. pouvoir mettre en place comme traitement pour le soigner?» Donc on part en fait de cas pratiques, de circonstances pratiques, et puis on essaye de d'utiliser, la recherche pour essayer de soigner les gens. Mmh. Et et là, en fait, c'est cette volonté, en fait, d'articuler à chaque fois recherche et application pratique, c'est vraiment, en fait, ce qui continue à me guider aujourd'hui. C'est, mettre en place, en fait, des outils pour permettre aux praticiens, que ce soit les coachs, les kinés, les médecins, les préparateurs physiques, à optimiser leurs décisions en utilisant les éléments de la recherche. Mmh. Et donc je vais pas dire dans toutes les recherches, mais je pense que dans la majorité des recherches, heu, c'est ce qui m'a guidé. Et il y a un autre exemple aussi, tu vois? Avec un de mes étudiants en thèse, on n'a pas publié une étude aussi, Mmh. parce qu'en fait, on a voulu analyser l'influence du placebo. Mmh. Et on a soumis cette étude, à plus de 40 revues. On s'est fait rejeter, Enfin. mais pas pour des et bon, j'ai suffisamment publié d'articles pour pour comprendre les biais. C'est parce qu'en fait, globalement, on sortait du cadre, Ouais. et on s'est intéressé en fait tu vois, on met en place des stratégies de récupération chez les joueurs de foot, Ouais. et nous, on se posait la question, mais quand on fait un bain froid, effectivement, par exemple, ça aide à mieux récupérer. Les joueurs Ouais. récupèrent, mais globalement, quand on regarde la différence de performance, elle est pas énorme. Ouais. Elle est assez faible. Alors, elle peut être significative. Mais quand on compare, en fait, on s'est posé la question, en fait, du placebo. Mmh. Et donc, on a donné des pilules à des joueurs. On a donné des pilules de placebo. Mmh. Et puis, on leur a dit, en fait, que dans le placebo, il y a vraiment, c'est très large et assez complexe, mais Mmh. on a associé, en fait, si tu veux, des propriétés. On a dit aux joueurs, voilà, ça, c'est une pilule. C'est une pilule bleue, ça va t'aider à dormir. OK. Et puis, ça va t'aider à récupérer. Et, et on avait étudié la pharmacologie, la couleur des pilules, et puis Ouais. l'influence que le cerveau y attribuait. Et on a donné ça aux joueurs. Et on a analysé le pattern du sommeil par rapport, en fait, à des matchs, Ouais. où on leur donnait rien. Bah, les joueurs Ouais. dormaient mieux. Putain. Et ensuite, le lendemain, on leur a donné une pilule rouge. C'était du Ouais. placebo, il y avait rien Ouais. dedans. Ouais. On leur a donné une pilule rouge, et puis on leur a dit, en fait, il y a que des substances naturelles. Par contre, ça va stimuler, en fait, la croissance des cellules. Ça va t'aider, en fait, à booster ta récupération, à optimiser ta récupération. Ouais. Et là, on a comparé par rapport à ce qu'on trouvait, heu, sur d'autres sur d'autres stratégies de récupération qui étaient efficaces. Mmh. Et là, en fait, on avait pratiquement les mêmes résultats. Oh là là. Et donc ça interpelle. Et tout ça, Ouais. en fait, ça part à chaque fois si tu veux, de cas pratiques, quoi.
Ouais. on met en place une stratégie, on trouve que le bain froid est Ouais. assez efficace, on trouve ça génial. Puis après, à chaque fois, on s'interroge. On se dit, mais OK, moi, je sais pas quand. Et quand je fais le bain froid, moi, je me dis, mais Mmh. OK, il y a le froid. Ouais. Et ça, en fait, ça a un effet, effectivement, euh, ça a un effet anesthésiant, c'est un Mmh. effet Mmh. analgésique et ça peut contribuer à diminuer l'inflammation. Mmh. Mais un autre aspect qui m'interpelle, c'est que quand je rentre dans un bain froid, je me concentre sur ma respiration. Et on s'était dit, mais peut-être que c'est, Mmh. tu vois, on se Mmh. pose des questions et c'est en le faisant, en vivant toutes ces expériences avec son corps qu'on se dit, Ouais. mais bah déjà, en fait, je respire différemment. Je me concentre sur ma respiration parce que si tu te concentres pas sur ta respiration quand tu fais un bain froid, c'est dur de rester, quoi. Ouais, ouais. Et donc on se dit, mais peut-être qu'il y a un lien avec la méditation, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Et on part dans des dans des cheminements, où on se pose plein de questions et puis on se dit: «Bon, bah, peut-être que là, on va trop loin» ou «Non, ça peut valoir le coup», on le teste et puis on met en place cette étude, tu vois? Heu, c'est tous ces aspects, toutes ces questions-là qu'on se pose, mais pour revenir à ta question, ouais, Mmh. associer recherche et pratique, c'est à chaque fois, bah, pour moi, ça passe par la pratique, quoi. Tu pratiques, tu te poses des questions et puis tu vas voir si ça a été fait ou pas Oui. et puis tu réfléchis et puis voilà. C'est ouf et c'est ouf et je reviens sur, alors récupération placebo et méditation, du coup, est-ce que vous l'avez testé, avec la méditation? Est-ce que ça a des effets aussi bons que du coup le Mmh. froid ou pas? Non, on l'a pas testé. On l'a pas D'accord. testé, mais c'est venu, tu vois, on s'est posé la question, on s'est dit: «Mais est-ce que c'est pas Ouais, une technique?» Tu vois? Effectivement, quand tu fais un bain froid, tu le fais tout de suite, bah, tu vois les joueurs quand ils le font, mais même ouais, quand toi tu le fais, quoi, tu te ouais, dis: «Mais attends, mais là je me détends, je récupère» et après un match, tu as vécu ça, bah, pour moi c'est je sais pas, je me dis que c'est comme ouais, ouais. une stratégie, de méditation où tu dois vraiment te centrer sur ta respiration. Mmh. Tu respires avec le ventre parce que tu Mmh mh. en as Ah, tu besoin, quoi, saisis. Mmh, pour mmh mh. tenir et puis, en te centrant sur ta respiration, tu penses pas, en fait, au froid parce que c'est dur de rester dans un bain à, Mmh. je sais pas, à 10 degrés, il faut tenir donc pour moi, bah, c'est toutes ces questions-là où quand tu le fais, tu te poses ces questions-là et quand tu es Mmh. chercheur, tu te poses pas nécessairement ces questions-là, quoi, Ouais, tu ouais. vois? Donc en fait, il faut toujours être entre les 2. Il faut être, il faut utiliser ces deux casquettes. Après, il y a on a tendance à les opposer, ça me dérange beaucoup parce qu'en Mmh. fait, que ce soit dans la des 2 côtés, hein. Quand tu es Ouais. dans la recherche, ben, je trouve que il y a des chercheurs, en fait, qui considèrent que, bah, en fait, c'est pas intéressant de l'autre côté et puis vice versa et puis on a tendance à dire: «Bah, tu es chercheur ou tu es Mmh. praticien» Mmh. et Mmh. pourquoi, en fait, on oppose ces 2 tu vois, sur le terrain, on dit: «Bah, ouais, mais lui, c'est un chercheur, il est mieux dans les labos ou Ouais, il est ouais, mieux, dans son amphi que sur un terrain» ouais. et et je trouve ça discriminant moi, ça me plaît pas, quoi. Parce qu'en Mmh. fait, on veut mettre les gens dans les cases, mais pourquoi tu peux pas être les 2 quoi? C'est quoi le c'est quoi le problème? Mmh. Mmh mh. C'est, c'est juste, en fait, pour dire que lui, il a une compétence que tu as pas, Mmh. et je trouve ça un peu dommage parce que alors je comprends que c'est pas les mêmes compétences, quand tu es dans la recherche, tu dois avoir des doutes, tu dois remettre en question, tu dois te poser beaucoup de questions Mmh. et quand tu es praticien et que tu es face à tes joueurs, bah, globalement, en fait, quand tu es médecin, hein, c'est pareil, tu dois avoir des certitudes, Mmh. parce que si tu commences à douter, Mmh. à dire que tu sais pas, que tu vas étudier, bah, Ouais, c'est tu pas compliqué. Mmh. très crédible. Mmh mh. Mais je pense, en fait, que les 2 sont sont les 2 sont importants et doivent communiquer, quoi. Mmh mh. Et moi, en tout cas, c'est mon positionnement, c'est vraiment de pouvoir articuler ces 2 aspects et c'est pour ça Mmh. que j'ai créé cette plateforme, la plateforme Release là, c'est pour, articuler les 2. Ouais, ouais et justement, après le réal, est-ce que maintenant tu es enseignant-chercheur toujours à l'université de Lille ou est-ce que, on sait que tu encadres beaucoup de thésards, qu'est-ce que tu fais maintenant? Hem, alors actuellement, après le réel, j'ai créé une société où globalement on fait des audits. Heu, j'ai créé ça avec mon épouse qui est une ancienne,
gymnaste de haut niveau qui a fait 4e au JO à Atlanta. Et Oui. on a créé une société qui s'appelle Félis. Et donc, en fait, on travaille sur l'accompagnement des clubs. Donc, il y a des audits qui sont faits, il y a de l'accompagnement, il y a de la formation, et puis il y a cette plateforme, en fait, une plateforme d'innovation et de recherche et développement qui permet, en fait, aux clubs de d'aller chercher, en fait, des connaissances scientifiques et les appliquer sur le terrain. Moi, c'est ouf. C'est ouf. Et Julien Lamblin, justement, me disait, à propos de toi, il m'expliquait que tu avais une capacité de parler aussi bien aux joueurs qu'au staff et de faire passer le message qui était hyper impressionnante, et que voilà, tu avais cette pédagogie, on va dire naturellement. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors ça paraît être une question un peu farfelue, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour être pédagogue, pour développer cette facilité à rendre accessible ce qui est difficile, et quel avantage ça t'a donné d'être aussi on va dire impactant, en parlant aussi bien aux joueurs qu'au staff, ou on parlait de DG tout à l'heure, de Celtic Glasgow. Bah, en fait, il y a une qualité pour moi, c'est de l'empathie. Il faut avoir il faut avoir de l'empathie, et puis ensuite donner du sens à ce que l'on fait, parce qu'en fait, et impliquer les gens dans un projet. Parce que globalement, les gens veulent être performants. Tous les gens veulent être performants, ils veulent rester en bonne santé. Ils ont toutes, je pense que tous les gens ont cette motivation et cette envie. Et pour cela, en fait, il faut juste, en fait, parler. Pour moi, il faut parler avec son cœur, et puis s'adapter tout simplement, mais surtout donner du sens à ce que l'on veut transmettre. C'est-à-dire que quand je discute avec un joueur, c'est: ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? C'est quoi ton projet? OK, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour accéder à ton projet? Et après, est-ce que la question, c'est, moi, je peux m'effacer si le joueur a pas besoin de moi, mais globalement, c'est comment je vais pouvoir l'aider? Et si je peux pas l'aider, OK, très bien, pas de souci. Par contre, je vais vérifier avec lui. OK, qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui? Là, tu viens de sortir, je t'ai vu, je t'ai observé. Est-ce que tu as mis tout en place pour accéder à ton projet? Tu m'as dit que tu voulais atteindre tel niveau. Est-ce que tu penses que en faisant ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas y arriver? Et là, quand tu es dans des clubs comme le Real, c'est oui, le joueur, et puis quand tu es dans des clubs un peu en dessous, c'est pas toujours le cas. Donc là, l'idée, c'est de les aider, en fait, à avoir cette rigueur et mettre en place les bonnes habitudes. Tu vois, ça, c'est dans l'accompagnement des joueurs. Ensuite, pour discuter avec le staff, c'est pareil. Pour moi, c'est à chaque fois, en fait, essayer de leur dire: voilà, on a un objectif commun et comment on va s'y prendre pour atteindre cet objectif commun. Parce que pareil, tous les entraîneurs veulent gagner. La question, c'est comment on va s'y prendre, comment on va s'y prendre ensemble pour y arriver, quoi. Et quel message on va transmettre aux joueurs, quoi. C'est un peu, c'est tout ça. Ah, c'est ouf. Donc, pour revenir à la pédagogie, c'est ça, c'est impliquer les joueurs dans un projet de performance, et puis pas être dans l'autorité: fais ceci, fais cela, c'est évident, mais ou jamais se moquer, ça, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Et puis créer une vraie relation avec les joueurs, quoi, pour les aider à se développer. Le staff, c'est pareil, hein. Le staff, c'est pareil. Il faut qu'ils se développent, parce que chacun doit se développer chaque jour, quoi. Et pas seulement sur le plan physique, sur le plan intellectuel aussi. On doit se développer, on doit faire de l'exercice physique, on le sait, tous les jours si on peut, mais aussi sur le plan intellectuel, qu'est-ce qu'on fait pour se développer? C'est un peu ça aussi. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est mettre en place des choses pour continuer à se développer. Super, super. Et Greg, alors on sait que tu aimes bien aussi les GPS, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça te sert, quelle info tu en tires, et comment tu l'utilises pour la gestion de la charge au niveau de tes joueurs? GPS, c'est une bonne question, parce que j'ai vu l'arrivée des GPS
quand j'étais à Lille. Oui. Et l'une des premières questions que j'ai eues, c'est: «OK, c'est un super outil, heu, ça mesure les accélérations». Alors, on parle de GPS, mais c'est des unités dans lesquelles il y a des centrales inertielles, des gyroscopes, des accéléromètres. Donc c'est pas, il y a pas que l'unité GPS aujourd'hui, c'est vraiment des systèmes qui intègrent vraiment différentes technologies avec des algorithmes. Et la question que je me suis posée en premier, c'est vraiment: est-ce que ça mesure ce que c'est censé mesurer? Ouais. C'est une question bête, hein, Ouais, mais ouais, ouais. globalement, Beh, non, mais au départ, on vend ça combien? On vend ça 5 000 € l'unité, mais je me dis: oui. «Mais attends, j'achète une balance chez Ikea qui coûte 10 balles Mmh. et ça coûte 10 € chez Ikea, et avant de l'acheter», alors je vais pas faire de pub pour l'un ou pour l'autre, mais avant de l'acheter, je monte 2 fois sur la balance, Ouais, et si ça me donne 2 poids différents, 2 ouais. masses différentes, je vais pas l'acheter. Mmh. Et là, en fait, on me parle d'un outil qui coûte très cher, et puis on va pas vérifier ça. Mmh. Et j'ai l'impression que plus on achète cher, plus on se dit: «C'est fiable». C'est clair. Et plus ça va mesurer ce que c'est censé mesurer, on se pose même pas la question. Donc la Mmh. première question que je me suis posée sur les GPS, c'était vraiment la notion de, ce qu'on appelle la validité et puis la reproductibilité de la mesure. Et Mmh. donc là, quand j'ai voulu acheter des GPS, j'ai dit: «Bon, OK, on va faire venir tous les fabricants Oui. et puis, on va choisir, on va choisir le meilleur. On va tester, la validité et puis, la reproductibilité». Donc on a fait 60 courses. Alors je l'ai fait à Lille, puis je l'ai Oui. fait aussi, à la fédération, parce que quand je suis arrivé à la fédération, il y avait pas de GPS. Puis je me suis dit: quand même, pour l'équipe de France, ce serait bien qu'on mette des GPS. Mmh. Et donc, on a fait ça, on a fait des parcours avec, des changements de direction, avec, une certaine distance. On connaissait la Mmh. distance parfaitement, Mmh. et on a mis les 2 mêmes marques de GPS côte à côte. Ouais. Et on a fait, accélération, on a pris en fait un télémètre laser, un radar, pour s'assurer en fait que pour mesurer, pour comparer les données transmises par le GPS avec le système de référence. En fait, c'est comme quand tu montes sur la balance, tu sais que tu pèses Mmh. 80 kilogrammes. Si, tu montes sur ta balance, qui vaut 10 € et que ça t'affiche 90 kilogrammes, je pense que tu l'achètes pas. Si ça affiche 80,5, Ouais. Ouais. 79,5, peut-être que tu l'achètes. Nous, c'était pareil. Donc en fait, ça, c'est la validité. Puis après, la reproductibilité, c'est quand tu montes 2 fois dessus, tu montes et puis, elle affiche une fois, 79,8, et puis l'autre fois, la deuxième fois 79,9. Tu dis: «C'est bon, je peux l'acheter, quoi». Mmh. Et donc, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a comparé les mesures entre elles, on a comparé, la reproductibilité interunité, c'est-à-dire les 2 mêmes GPS côte à côte, et puis on s'aperçoit que parfois il y a des différences qui sont de 40%, quoi. Donc ça, Pourtant. c'est Ouais. tu te dis: «Mais ça veut dire que quand tu vas mettre un GPS sur un joueur, et puis là tu vas dire: il accélère 40%, il y a une accélération 40% plus importante. Et donc on va peut-être prendre ce joueur-là». Non, c'est Non. parce qu'en fait, peut-être qu'il y a une erreur de mesure, quoi. Et ça, c'est du vécu, hein, c'est réel, hein. Mmh, C'est mmh, mmh. et tu en as en fait où tu es à 5, 6, 7, 8%, quoi, ce qui était quand même, Mmh. plus acceptable. En tout cas, sur les accélérations, il y avait une grosse différence. Donc, la première question, c'était celle-là, c'était sur, ces notions-là. Et puis après, quand on a des outils, heu, corrects, à peu près fiables, on va dire, Mmh. c'est-à-dire suffisamment valides et reproductibles, en fait, on peut les utiliser pour, quantifier la charge de travail. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va quantifier tout ce qui est accélération, décélération, Mmh. haute décélération, Mmh. les pics de vitesse, les courses à haute intensité. Mais là, il y a plein de questions qui se posent. Et Ouais. là, c'est: est-ce qu'on individualise par rapport au pic de vitesse de chaque joueur? Ouais. Est-ce que quelle est la performance de référence du joueur? Mmh. Pourquoi il s'en écarte? Et là, c'est tous les outils statistiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend, je sais pas, le Z-score, heu, est-ce qu'on prend en fait, le plus petit effet détectable? On peut Mmh. prendre plein d'aspects en fait pour mesurer en fait, cet intervalle dans lequel le joueur se situe en général. Et puis ensuite, on va prendre en compte aussi tous les variables, qui vont faire que le joueur, peut s'écarter. Donc il y a sa performance en match, mais ce qu'il doit faire à l'entraînement aussi pour pour être performant le week-end, et puis Mmh. pour pas se blesser. Donc il y a toujours ce curseur à trouver. Et là, les GPS, c'est un outil intéressant, c'est un outil Mmh. vraiment, heu, pertinent pour atteindre ses objectifs. Maintenant, ça reste, pour l'instant,
ça reste très très débattu dans ce qu'il faut faire pour être performant et puis pour éviter les blessures. Ouais, ça c'est là. On pourra en parler pendant des heures. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et Greg, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore sur ton parcours? Il y a tous ceux qui sont autour de moi, qui m'inspirent chaque jour. Je discute beaucoup avec mon épouse qui me stimule beaucoup à ce niveau-là. On échange tous les jours en permanence sur tous ces aspects-là. Donc, le fait d'être bien accompagné, c'est essentiel. Après, j'essaye de mettre en place on va pas dire des rituels, mais des routines pour être performant aussi. Donc, effectivement, j'ai des livres, j'ai des ouvrages qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense au livre il y a un livre qui m'a vraiment inspiré, qui m'a vraiment retourné. C'était le livre de David Servan-Schreiber qui est décédé, qui s'appelait Anti-cancer. Et ça a été pour moi un déclencheur sur l'importance de la nutrition, et c'est ça aussi qui m'a amené à vouloir me former dans ce domaine-là, parce que c'était vraiment un précurseur, je trouve. Et même sur ce qui lui arrivait, sur son approche, je trouvais que c'était vraiment une approche pertinente. C'était un médecin, mais qui avait une approche différente et qui a compris l'importance de la nutrition, de l'exercice physique, et puis du mental, en fait, pour se soigner et pour aller mieux. Donc ça, c'était déterminant pour moi. J'aime bien aussi Michel Serres, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Son humilité, le fait d'avoir eu des difficultés à s'imposer dans l'université française, et puis son approche, quoi. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, et puis qui était extrêmement intelligent, quoi, qui avait une vision et un optimisme qui était impressionnant. Et donc ça, pour moi, c'est des personnes qui m'ont inspiré, ouais, et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Mais sources d'inspiration aussi, il y a tous les podcasts, et il y a ton podcast quand même, qui est top, parce que effectivement, donner la parole et puis avoir cette idée de lancer ce podcast, je trouve ça génial. Et puis il y a des podcasts qui m'inspirent aussi. Je pense à la génération Do It Yourself. Il y en a beaucoup. En tout cas, c'est quand on est dans la voiture, quand on est dans les embouteillages, ça permet en fait d'optimiser son temps. Voilà un peu pour mes sources d'inspiration. Super. Et Greg, du coup, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur ton parcours et sur ce que tu fais actuellement ou autre, où c'est qu'on peut te contacter? Et ils vont sur le site feliceperformance.com, et puis il y a un onglet contact, et ils m'envoient un message. Ils m'envoient un message à partir du site. Ils peuvent aussi me contacter via LinkedIn. Ouais, parfait. Et dernière question, comment tu construis ton haut niveau? C'est une très bonne question. Déjà, en fait, j'évite de tomber dans le confort, c'est-à-dire que je m'astreins à rester actif sur le plan physique et sur le plan intellectuel. Je reprends l'exemple de la plateforme R&D, ça m'oblige en fait à être toujours à la pointe, c'est-à-dire à la pointe de la connaissance, à la pointe de la technologie, à la pointe de l'innovation, à la pointe de la recherche et développement. Donc ça, c'est vraiment pour moi un outil qui est stimulant et qui m'aide à rester en phase avec les pratiques et la recherche, en fait, la recherche actuelle. Donc l'idée, c'est d'être toujours à la pointe, et pour cela, en fait, je m'astreins à une discipline physique et intellectuelle, on va dire. Voilà. Ah, trop bien, parfait. Greg, merci beaucoup. Merci à toi, merci Julien, merci aux auditeurs. Et puis, j'espère qu'ils sont allés jusqu'au bout, qu'ils ont pu écouter. Avec plaisir. À une prochaine, j'espère. À une prochaine, Julien. Merci. Salut. Ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau?
N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.